tracer une trajectoire, enfin la trajectoire des deux mobiles, enfin deux trajectoires, des deux mobiles. Les mobiles, encore une fois, se déplacent à vitesse constante. Donc le M1 se déplace avec une vitesse constante, mais ça ne veut pas dire qu'elle se déplace à la même vitesse que le M2. Donc chaque mobile se déplace à vitesse constante, mais bien sûr différente. Alors on vous demande, je rappelle quand même que ce que vous avez vu le cours, que lorsque vous avez un choc entre deux mobiles, n'importe quel mobile, eh bien vous avez à la fois conservation de l'énergie cinétique et à la fois conservation de la quantité du mouvement. Ça, c'est d'une manière mathématique, théorique. Est-ce que dans la pratique, on va trouver la même chose ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier tout simplement avec le calcul. On sait, bon, le choc qui se trouve ici, là, le choc. Donc ça, c'est avant le choc. Donc on a donné des vitesses initiales aux deux masses, ils se déplacent comme ça, ils se sont rentrés en choc ici et puis ils se sont éloignés. Donc là c'est avant le choc et là c'est après le choc. Est-ce que l'énergie cinétique avant le choc, est-ce qu'elle est égale à l'énergie cinétique après le choc? Eh bien c'est ce qu'on va vérifier tout simplement. Alors pour ce faire, on sait très bien que ces deux masses sont complètement séparées. Ça veut dire que notre système, il est composé par deux masses séparées. Il n'y a pas d'énergie potentielle entre les deux. Donc on va calculer leur énergie cinétique séparément. Et donc EC, ça va être égal à EC1 plus EC2. Est-ce qu'elle est égale à la même chose après le choc? EC'. EC1' plus EC2'. Avec EC1 est égal à 1 demi M1 V1 au carré et EC2 c'est donc plus 1 demi M2 V2 au carré. La même chose donc après le choc, ça va être au lieu de V1 et V2, eh bien ça va être V'1 et V'2. Est-ce qu'elle est égale à 1 demi M1 V'1 au carré plus 1 demi M2 V'2 au carré. Donc vous voyez très bien que pour effectuer ces deux, pour vérifier en fait cette égalité-là, on a les masses M1, on a les masses M1 et M2, et il suffit de mesurer V1, V2, V'1 et V'2. Alors comment faire ces mesures? Ça c'est le but de l'exercice numéro 1. Rappelez-vous, on vous a donné un bond qui est horizontal, ça veut dire un alpha qui est égal à 0, ça veut dire un mouvement uniforme, donc vitesse constante, et rappelez-vous, vous avez, pour déterminer, pour mesurer la vitesse, on a dit qu'il est possible de mesurer cette distance, petit d, et puis dire que V1, on va dire D1, V1, la vitesse de la masse M1 avant le choc est égale à ce petit D1 divisé par, encore une fois, entre deux points consécutifs, c'est 0,1 secondes. Mais rappelez-vous, on a dit qu'il est préférable de faire mieux. Au lieu de mesurer la distance qui sépare deux points consécutifs, eh bien, il est préférable de mesurer le maximum possible. Enfin, le maximum possible, ici, c'est de ce point-là. Bon, je n'ai pas un autre point. Je vais tricher un petit peu, je vais ajouter un autre point. On va mesurer cette distance. Donc, la plus grande distance possible. Et on va dire c'est D1. Donc là, la vitesse du mobile M1 avant le choc est égale à ce D1. Bon, sur le tableau, bien sûr, sur la feuille, vous avez plusieurs points, donc il faut prendre le maximum possible. Donc ça va être D1 divisé par 0,1 plus 0,1 plus 0,1, encore une fois, dans l'exemple au tableau. C'est divisé par 3 fois T qui donne 0,3. On fait la même chose pour la vitesse V2 avant le choc. On prend 2 points ou 3 points, on mesure à l'aide d'une règle cette distance, D2, et puis on déduit V2 est égal à D2. Dans cet exemple, bien sûr, divisé par 0,1 plus 0,1, ça va donner 0,2. Pareil pour V'1 et pareil pour
V'2. Donc on fait, c'est toujours la même procédure pour déterminer, enfin pour mesurer la vitesse. Alors une fois on a V1, on a V2, on a V'1 et V'2, bon, il vous reste à faire ce calcul, 1 demi M1 V1 au carré, etc., plus l'énergie cinétique du deuxième mobile avant le choc. Est-ce qu'elle est égale? Bon, il suffit de vérifier et vous allez trouver que normalement c'est égal. Bon, vous n'allez pas trouver que c'est égal pile. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez trouver que cette énergie-là est légèrement inférieure à celle-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas une conservation parfaite de l'énergie. Alors pourquoi? Parce que sur les mobiles, il y a un ressort, vous avez remarqué qu'il y a un ressort sur les mobiles. Lorsqu'on balance, on donne des vitesses, on fait déplacer les deux masses, lorsqu'ils rentrent en choc, eh bien, il y a le ressort qui va se comprimer, puis se dilater. Lorsqu'il se comprime, il va absorber une petite énergie. Et s'il absorbe une petite énergie, ça veut dire que l'énergie de notre système, M1 plus M2, va être, enfin après le choc, va être légèrement inférieure à l'énergie avant le choc. Bon, vous avez vu également qu'il y a conservation de la quantité de mouvement, enfin en théorie toujours, bien sûr. Donc lorsque deux mobiles rentrent en choc, il y a aussi la quantité de mouvement qui se conserve. Donc P avant le choc est égal à P' après le choc. Ça, c'est d'une manière théorique. Bon, là, pareil, on va vérifier est-ce que ça, c'est vrai dans le cas pratique. Bon, on va déterminer, enfin, on va mesurer comme tout à l'heure les P avant le P avant le choc et le P après le choc, et on va faire une comparaison toute bête. Alors, P, la quantité de mouvement des deux masses. On a deux masses, ça veut dire que notre P c'est P1 en vecteur, bien sûr, plus P2 en vecteur. Est-ce qu'elle est égale à P'1 en vecteur plus P'2 en vecteur? Vous n'avez pas le droit d'éliminer les vecteurs. Alors pourquoi? Enfin, quand est-ce qu'on a le droit d'éliminer les vecteurs? Lorsque les vecteurs se trouvent sur un même axe. Là, il n'y a pas de problème. Tout le monde a la même direction. Si on enlève les vecteurs et on raisonne uniquement sur l'amplitude, sur l'intensité si vous voulez, eh bien il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on a plusieurs directions, vous n'avez pas le droit d'éliminer le vecteur. Donc, le vecteur, ça veut dire la direction. Et ici, vous avez une masse, voilà comment il se déplace, enfin, dans quelle direction il se déplace. Vous avez une masse M2 qui se déplace dans une autre direction et après le choc, bon, là aussi il y a un changement de direction. Donc on n'a pas le droit d'enlever les vecteurs puisque les différentes directions n'ont pas, enfin les différents vecteurs n'ont pas la même direction. Et donc il faut garder le P. C'est vrai que les étudiants n'aiment pas ça, n'aiment pas les vecteurs, ils aiment travailler avec des scalaires. Mais non, vous n'avez pas le droit de le faire. Par contre, on a le droit d'ajouter un carré. On a le droit de dire ça au carré, est-ce qu'elle est égale à ça au carré? Si A est égal à B, eh bien automatiquement ça veut dire que A au carré est égal à B au carré. On n'a rien fait. Et là, le carré c'est juste pour faire apparaître les amplitudes. Alors le P1 au carré, ça va vous donner maintenant un scalaire et non pas un vecteur. P1 au carré, je n'ai pas oublié le vecteur, plus P2 au carré, la même chose, c'est un scalaire, et plus 2, normalement c'est P1 scalaire P2, ce qui va vous donner c'est P1 scalaire, P2 scalaire, et cosinus alpha avec le alpha, c'est l'angle que fait P1 avec P2. Donc on est passé d'un vecteur à un scalaire, mais on n'a pas éliminé les vecteurs comme ça, les directions. Donc on a esquivé à ça, donc on a ajouté un carré. Bon, ce qu'on a dit pour à gauche, c'est-à-dire avant le choc, eh bien on le dit après le choc. Est-ce que c'est égal à P'1 au carré plus P'2 au carré plus 2P1, P2, prime, et cosinus alpha prime.
Pour le calcul de P1, ça ne pose aucun problème. Le P1, c'est M1 fois V1 au carré. On a M1, on a V1. On a déterminé tout à l'heure. La même chose pour P2, c'est M2, V2 au carré. Donc pour les modules, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'il faut déterminer, la nouvelle chose, c'est cosinus alpha. Alors j'ai dit tout à l'heure que le alpha, c'est l'angle que fait P1 avec P2 avant le choc. Comment le déterminer? Je vais faire un peu de ménage quand même. Voilà. Je reprends les trajectoires, donc les points de tout à l'heure. Là, c'est le choc. Et là, donc ça c'est avant le choc. Là, c'est après le choc. Donc là, c'est M2 avant le choc. Après le choc, c'est M2 toujours. M1 et M1. Alors, le alpha, encore une fois, c'est l'angle que fait P1 avec P2. Bon, pour la direction de P1, c'est ça. La direction de P2, c'est ça. Eh bien, c'est ça. C'est notre angle alpha. Pour le déterminer, vous avez deux solutions. Soit vous avez un rapporteur qui mesure les angles et vous mesurez directement l'angle alpha et vous calculez son cosinus. Si vous n'avez pas de rapporteur, c'est pas grave. Vous allez créer ici un triangle droit. Alors pour créer un triangle droit, il faut créer un angle droit. Donc soit ici, soit là, comme vous voulez. Donc là, un angle droit, ici. Et puis vous avez maintenant le cosinus alpha est égal à cette distance A divisé par cette distance B. Donc là, vous remarquez très bien qu'il suffit de mesurer à l'aide d'une règle le grand A, le grand B, et vous avez directement cosinus alpha. Vous n'avez pas besoin de calculer ou encore de mesurer alpha, et puis vous calculez cosinus alpha, là vous avez directement le résultat. Ce qu'on a dit pour cosinus, pour le alpha avant le choc, eh bien ça va être pareil pour le alpha prime après le choc. Alors après le choc, fait la même chose, on va changer de couleur. Le P'1, c'est ça. C'est cette direction. Donc ça c'est P'1. Et après le choc, pour la masse M2, eh bien c'est ça. P'2. Notre angle alpha prime, eh bien c'est celui-là. Pour le mesurer, encore une fois, soit on utilise un rapporteur, ou encore, plus facilement, on crée un triangle droit, ici par exemple. Donc là, vous avez un angle droit, et vous avez cosinus alpha prime est égal à cette distance, on va la nommer A prime, divisé par cette distance B prime. Donc la mesure de A' et de B' va vous donner directement cosinus alpha'. Maintenant, il vous reste que des calculs. Donc on calcule ce qui est à gauche, ça veut dire P, la quantité de mouvement au carré avant le choc, et puis après le choc, et on trouve à peu près la même chose. Alors je profite pour... il y a certains étudiants qui ne savent pas lire à l'aide d'un pierre à coulisse. Alors il faut savoir, je profite pour vous montrer comment, bien que maintenant que vous allez pouvoir lire, je vais le tracer au tableau, comme ça serait plus simple. Donc un pied à coulisse permet de mesurer des distances, mais avec une incertitude qui est égale à 0,1 mm. Si on vous donne les règles classiques, et je vous demande de mesurer par exemple la brosse, eh bien vous allez me dire par exemple que c'est 12 cm. Si je vous demande l'incertitude, vous allez me dire que c'est 1 mm. D'où vient le 1 mm? Eh bien c'est parce que les règles sont graduées au millimètre. Donc toujours l'incertitude, c'est la plus petite graduation. Si vous utilisez une règle, la plus petite graduation c'est 1 mm, donc vous allez me dire que c'est 12 cm, plus ou moins 1 mm. L'incertitude donc de la règle c'est 1 mm, alors que l'incertitude du pied à coulisse c'est 0,1 mm. Donc vous voyez très bien que c'est 10 fois plus puissant qu'une règle classique.
Et donc il faut profiter. Alors comment l'utiliser? C'est pas trop compliqué. Vous avez ici des becs. Bon, il faut savoir que pour mesurer par exemple des dimensions comme ça, on peut utiliser le grand bec. Pour mesurer la taille d'un alésage, enfin des trous si vous voulez, eh bien il faut mettre les petits becs à l'intérieur de l'alésage et puis vous serrez un petit peu. Et des fois on aurait besoin de mesurer la profondeur de quelque chose, on utilise ça. Alors il faut savoir que cette distance est pile égale à cette distance, la distance qui sépare les becs à l'intérieur, et c'est la même distance qui sépare les deux petits becs, mais cette fois-ci c'est à l'extérieur. Donc cette distance est égale à cette distance qui est égale à cette distance. C'est exactement pareil. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, comment faire pour lire? Là, vous avez, je ne sais pas si vous pouvez voir ça ou pas, vous avez une règle graduée au millimètre. Alors, excusez-moi, voilà. Si on veut lire maintenant cette distance, D, il y a quelque chose en millimètres plus quelque chose au dixième de millimètre. Donc, si c'est au dixième de millimètre, il faut le multiplier par 0,1 millimètre. Et puis, on fait la somme. Je donne un exemple. Avant de donner un exemple, je vais vous montrer comment lire avec les millimètres. Donc, j'ai dit tout à l'heure que vous avez une règle graduée au millimètre. Par exemple, là, vous avez 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 20 mm. Voilà. 30 mm, etc. Il y a certains pierres à coulisse qui sont graduées. Enfin, là, c'est pas écrit 10 mm, c'est écrit 1 cm, 2 cm, 30 cm. Bon, dans la tête, mettez que c'est 10 mm. Il faut modifier, il faut remplacer les centimètres par les millimètres. Donc, raisonnez au millimètre parce qu'on va lire au millimètre. Donc, il faut dire que c'est 10 mm, 20 mm, et ainsi de suite. Vous avez donc la règle comme ça, et puis vous avez un vernier. Bon, le vernier, là également, ça ne se voit pas, mais vous avez des graduations